Réseau Podcast, une idée, 4 réseaux. Des invités qui partagent des moments de vie et des expériences pour doper l'immunité positive. Tout démarre dans une room de Clubhouse. Aujourd'hui, c'était Taratatouille de Basli qui l'anime autour de l'actualité de Clubhouse et celle du jour. Je fais des chroniques de fin, ce qui m'amène ici à inviter l'une des personnes qui a marqué ces échanges. Ces chroniques, vous pourrez les trouver sur mon blog et le tout décliné en podcast, vidéo, YouTube, TikTok et Instagram. Le sujet du jour, pourquoi l'humanitaire? Mon invité, Basli Yorobi, et Monsieur Diversité. Bonjour Basli, comment vas-tu? Je vais très bien, Anne, et toi, ça se passe? Écoute, ça se passe très très bien. Je suis ravie de te rencontrer presque en vrai. Donc aujourd'hui, Yes. Je n'ai pas que le son, mais j'ai aussi l'image. Yes, moi aussi, trop content. Alors, peux-tu nous dire en une phrase et nous expliquer ce que tu fais professionnellement? Alors, professionnellement, moi, je suis entrepreneur dans le numérique et en fait, je suis passionné par les questions de la diversité. J'accompagne les entreprises à faire de la diversité. Et aujourd'hui, les deux axes sur lesquels je travaille énormément, c'est d'une part, c'est la création de contenu et d'autre part, c'est la formation. Parce que l'éducation, c'est vraiment le meilleur moyen de favoriser l'égalité de chances. Et l'éducation dans le numérique, c'est vraiment le meilleur moyen parce que là, quand on éduque des gens au numérique, c'est vraiment encore mieux parce que c'est bien d'avoir accès à l'éducation, mais c'est encore mieux d'avoir accès en fait à la compréhension du numérique. Donc voilà, c'est ce que je fais et je mets en relation les gens. Donc les talents issus de la diversité avec des entreprises, des talents issus de la diversité avec des gens innovants, des organisations innovantes. Donc voilà, donc j'accompagne, je forme et je fais des prises de parole. Et voilà, c'est ça mon cœur de métier aujourd'hui. Voilà, comme ça, je trouve que c'est toujours mieux que les invités parlent d'eux-mêmes que de moi parler d'eux. Merci beaucoup, Basli. Alors ici, il y a une question extrêmement importante et je me demande même si c'est pas la plus importante de tout l'entretien. C'est Basli. Es-tu popcorn sucré ou salé? Je pense que je suis sucré-salé. Je suis à la fois sucré et salé. À la fois sucré et salé ou que salé? Non, sucré-salé. J'aime bien sucré-salé. Sucré-salé. Eh bien, tout ça, je te pose la question parce que il paraît que, et ça, c'est Dana Milic, qui a fait une étude, elle est nutritionniste, elle a fait une étude sur le comportement alimentaire et elle a décrété que donc, si on est sucré ou salé, eh bien, ça veut dire plusieurs choses. Alors, comme toi, tu es les deux, eh bien, je vais donc t'apprendre que tu es complètement dépressif, que la vie, tu n'as plus envie de vivre, presque, et que du coup, tu vas manger du sucré pour pouvoir te rebooster, que tu vas manger du popcorn qui croustille parce que tu es très en colère, donc tu passes tes nerfs sur le popcorn. Et le salé, c'est quoi encore le salé? J'ai oublié. Ah oui, tu es complètement agité. Donc voilà, je suis désolée de te l'apprendre. Tu es déprimé, agité et en colère. Bah, heureux de l'apprendre alors. Mais c'est pas moi qui le dis, hein, Basli. C'est pas moi. C'est Dana Milic, médecin en nutrition. Voilà, c'est la question du jour. Bienvenue dans Popcast. Alors, maintenant, place aux questions un peu plus sérieuses. Qu'est-ce qui te pousse? Parce que j'ai vraiment l'impression, quand je t'entends dans Clubhouse, quand je t'ai entendu aussi en résumant ton activité professionnelle, qu'est-ce qui te pousse à vouloir, comme ça, aider les autres? Bah, moi, ce qui me pousse à vouloir aider les autres, c'est me dire que je sers, c'est me rendre compte que je sers les autres. C'est vraiment se dire que ma vie a du sens pour les autres et donc juste se dire que ma vie a du sens pour les autres, bah voilà, ça me donne une joie, une grande joie quoi. Ça me motive de me dire que ma vie sert aux gens. Donc voilà, j'aime ça, j'aime me dire que je sers ma vie a du sens pour les autres. J'aime trop ça. Voilà. Et alors, ce côté que ta vie a du sens pour les autres, qu'est-ce que ça nourrit en toi? Qu'est-ce que ça fait écho à quoi? Est-ce que tu es né en disant que c'était comme ça que tu voulais servir les autres, ou c'est ton chemin, ce qui t'est arrivé dans la vie, qui t'a donné envie d'aider les autres? C'est quoi l'élément déclencheur? En fait, l'élément déclencheur, c'était d'abord la solitude parce que quand j'étais petit, je ne sortais pas assez. Mon père ne voulait pas que je sorte beaucoup. Et après, j'ai eu la chance même pas la chance, je forçais le destin pour commencer à sortir. Et après, j'ai découvert la foi. Je vais pas entrer dans les détails, mais pour ne pas choquer les gens, mais j'ai découvert la foi et cette foi-là
dans cette foi-là, j'ai commencé en fait à parler de, tu vois, de spiritualité au lycée. Donc, quand je venais dans les salles de classe et je disais aux gens, je faisais des annonces pour dire aux gens, ouais, voilà, il y a un moment de rencontre où on va parler de spiritualité, blablabla. Donc, les prises de parole, j'ai commencé au lycée, en fait. J'ai commencé à aller de salle en salle pour dire aux gens, ouais, écoutez, un peu comme les gens qui vous frappent à votre porte, vous disent, salut, ça vous dit de venir à tel événement, etc. Bon, ça fatigue un peu les gens, mais bon, moi, j'ai fait ça, j'ai même fait ça aussi, je suis même aussi je fais du porte-à-porte aussi. Et c'est comme ça que je me suis dit, ah ouais, c'est trop cool de faire les choses pour les autres, quoi. Et c'est comme ça que c'est alimenté. Et puis après, me rendre compte que, voilà, j'ai eu un accident en 2004 aussi, me rendre compte que la vie, ça passe, quoi. On peut mourir à n'importe quel moment. Du coup, je me suis dit, je vais vivre, pas que pour moi, mais je vais vivre pour les autres. Et comme ça, même si je meurs, au moins les gens vont se souvenir de moi et donc je ne mourrai pas, en fait. Si je reste dans le souvenir des gens. C'est une façon de laisser une trace. Voilà, c'est ça. Moi, je voudrais revenir sur ce que tu as dit par rapport à la foi, parce que tu dis que tu ne veux pas choquer les gens. Je ne comprends pas pourquoi la foi pourrait choquer. Pourquoi ça pourrait choquer? Parce que souvent les gens mélangent religion et spiritualité et souvent, comme il y a des gens qui sont agnostiques et qui croient pas, qui n'ont pas de croyance, quand tu commences à parler de ta croyance, ça peut être mal vu. Donc, j'essaie de trouver des mots universels pour ne pas choquer les gens. Et j'en parle quand on me dit, vas-y, parle. Et quand je parle librement, mais tu vois, je fais attention, tu vois. Avant de m'exprimer, j'essaie de tâter le terrain, ce que je peux pas. Et si je peux, alors, si je peux pas, je donne les mots. Mais au moins, les gens, ils savent de quoi je parle, mais sans que je les frustre, quoi. Alors, je voudrais aller un peu plus loin dans ce côté de foi. Qu'est-ce que pour toi, la foi? Est-ce qu'il y a qu'une seule foi ou est-ce qu'il y a une multitude de façons d'être dans la foi? Alors, moi, dans mon paradigme, il y a une seule foi. Mon paradigme à moi, il y a une seule foi. Et après, si je veux prendre un paradigme universel et agnostique, je dirais qu'il y a plusieurs foi, il y a plusieurs vérités, il y a plusieurs registres. Et donc, la foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère, la démonstration des choses qu'on ne voit pas. Donc, c'est aussi l'intuition. C'est quelque chose qu'on ne peut pas mesurer, qui n'est pas quantifiable. Cette intuition aussi nous donne accès à un cerveau, le cerveau inconscient. Mais pourquoi c'est un cerveau inconscient? Parce que tout simplement, on a des données, on a des connaissances qui sont déjà enfouies en nous. D'un côté, il y a l'épigénétique, donc c'est toutes les données enregistrées par nos ancêtres. Et puis de l'autre côté, on a les données aussi qui viennent du monde on va dire ésotérique et spirituel ou chamanique, qui fait qu'en fait, il y a des choses qui sont enfouies en nous, mais on ne peut pas les décoder parce que on n'a pas les clés. Et donc, c'est des expériences de la vie, c'est des rencontres, c'est peut-être des événements, des chocs qui vont faire qu'à un moment donné, ça va se débloquer et on va avoir accès en fait à un monde surnaturel, un monde sans limite. Et ce monde de la connaissance-là, c'est ce qu'on va appeler pour les religieux la foi, et puis pour les gens qui sont scientifiques, qui vont dire voilà, c'est l'instinct, etc. Mais c'est un monde impossible. Et je terminerai maintenant pour la vision agnostique. Oui, il y a plusieurs foi, il y a plusieurs vérités, il y a plusieurs chemins. Chacun voit midi à sa porte, mais finalement, le chemin qui peut nous permettre à un moment donné, de trouver la voie, c'est vraiment la conviction, quoi. C'est d'être sûr de ce qu'on fait, de ne pas être influencé par le groupe, c'est d'être influencé par soi-même, et c'est ça qui va nous permettre de trouver maintenant cette foi-là. C'est quand il y a une synchronisation entre notre intuition profonde, notre conviction profonde et quelque chose qui nous dépasse. C'est pas le groupe, parce que souvent les gens disent ouais, j'ai la foi. Non, ils n'ont pas la foi quelque chose qui les dépasse. Ils ont foi à un groupe. Le groupe là dit c'est ça, et donc du coup oui, effectivement c'est ça. Et c'est la mauvaise démarche à avoir. Voilà, selon moi, toujours en parle. Donc la foi, c'est quelque chose de personnel que l'on active sur peu importe la forme, elle reste personnelle. Mais je voudrais voir si j'ai bien compris. Pour toi, la foi, donc il y arrive des accidents,
des choses délicates dans la vie, enfin tout ce qui nous amène aussi à être qui on est, parce que la vie n'est pas qu'un long fleuve tranquille. Est-ce que c'est dans ces incertitudes, ces inquiétudes, ces drames qu'on touche la foi, qu'on arrive à se connecter à la foi? Ouais, c'est dans ces drames-là, c'est dans ce qui nous arrive dans les épreuves de la vie qu'à un moment donné, on va faire un reset. On va essayer de réinitialiser un peu les choses pour se poser les bonnes questions, pour peut-être trouver les réponses en nous. Souvent aux questions qu'on s'est posées auxquelles on n'a jamais eu de réponse en fait. Et donc du coup en fait c'est dans les épreuves de la vie qu'on va maintenant se poser les bonnes questions, on va se reconnecter avec soi-même, on va être en rencontre, en date avec nous-mêmes. Et puis qu'on va se rendre compte qu'en fait on a certainement on a perdu le nord, qu'on a été loin, on a choisi un chemin qui n'était pas le bon. Et c'est pour ça que souvent les gens disent ouais, je suis en quête de sens, parce que ils ont essayé plusieurs choses qui n'ont pas marché, et maintenant ils se disent ok, ça m'est arrivé, et je me pose des questions, donc ils vont revenir en fait en anglais on dit le true himself, à leur propre version d'eux-mêmes. Ouais. Donc c'est ça, c'est au moment où on va avoir une problématique, qu'on va oser se poser peut-être les bonnes questions, qu'on va donc se connecter à notre foi, comme tu dis, peu importe qu'elle soit bouddhiste, chrétienne, mormone, et tellement d'autres façons d'être dans la foi, mais elle doit être personnelle. Elle ne doit pas se raccrocher à une idée de groupe, mais bien quelque chose de personnel. C'est bien ça? Exactement. C'est ça. C'est exactement ça. Alors, toi qui as la foi, est-ce que malgré tout, toi qui as la foi, as-tu une grande peur? Est-ce qu'il t'arrive encore aujourd'hui d'avoir peur malgré cette foi? On est quelqu'un qui dirait qu'il n'a pas peur, c'est qu'il n'est pas un humain. En tant qu'humain, on a peur, on est en colère, on se pose des questions, etc. Mais j'ai appris quelque chose, c'est que les connexions, les choses, les rencontres, c'est pas forcément nous qui décidons. Et les séparations, c'est pas forcément nous qui décidons. Et quand ça arrive, il faut juste accepter, en fait. Il faut se dire, c'est le moment et il faut passer à autre chose. Parce que rester trop dans, pourquoi ça m'est arrivé, etc. Et pour revenir à la question de la peur, oui, j'ai des moments de peur. La peur du lendemain, par exemple. La peur de perdre quelque chose. Mais j'ai travaillé sur ça, sur ces différents types de peurs. Et maintenant, quand j'ai peur, ce que je fais, j'essaie de me souvenir, en fait, des moments de tension. Et qu'est-ce que les gens ont appelé ça le quantum, le tout-puissant, le yin-yang, plein de noms, la nature. Bien sûr. Et donc, quand je me souviens de ce que le Seigneur a fait pour moi, je me dis, OK, s'il a fait ça il y a tel moment de ma vie, il peut le faire, en fait, il peut faire un remake, en fait. Donc, j'essaie d'avoir la nostalgie du secours divin, en fait. Et donc, cette nostalgie du secours divin me permet, en fait, de ne pas avoir peur, parce que de toute façon, je sais que ça va bien se passer. Je ne sais pas comment ça va se passer, mais je sais que ça va bien se passer. Et du coup, je pense à ça. Et il y a un bis repetita, parce que, en fait, c'est scientifique. Hein. L'histoire se répète. Aujourd'hui, ce qu'on est en train de vivre avec le coronavirus, nos ancêtres l'ont vu avec la grippe espagnole. C'est pas les mêmes époques, c'est pas les mêmes réalités. Non, tout à fait. Mais le sentiment, parce que notre cerveau qui date certains de 3000 ans ou plus, ce cerveau n'a pas vraiment bien changé. Au contraire, certains même disent qu'il régresse. Il y en a d'autres qui disent qu'il évolue, mais en réalité, beaucoup de scientifiques y régressent. Donc, émotionnellement, on n'a pas vraiment changé, en fait. Donc, si émotionnellement, on n'a pas changé et que nos ancêtres nous transfèrent des réalités de ce qu'ils ont vécu, leur vécu, les sensations, donc, on a en nous, en fait, ce que nos ancêtres ont vécu pendant cette crise du flux. Et c'est pour ça qu'il y a des gens, souvent, moi, ça m'arrive, je ne sais pas si ça t'est déjà arrivé, où tu as l'impression d'avoir vécu des scènes plusieurs fois. Et même hier, ça m'est arrivé, j'entendais un truc, j'étais dans une room sur Clubhouse et j'avais l'impression que j'avais déjà fait cette scène je n'avais jamais fait. En fait. C'était un nouveau truc, mais j'avais l'impression de l'avoir déjà fait.
Oui, Pareil, comme ça ce m'arrive sentiment, des fois, souvent. qu'on a l'impression d'avoir déjà rencontré la personne et qu'on Mhm. n'a pas besoin de lui demander son curriculum vitae pour la connaître, parce qu'on a un sentiment qu'on continue une histoire. Exactement. Oui. Et ça, c'est les données, en fait, c'est la connaissance. C'est-à-dire que, mais c'est pas la même personne, mais peut-être que nos ancêtres ont rencontré un type de personnalité de ce genre, et donc on développe une réaction qu'on ne comprend pas, qui est le domaine de l'inconscient. Mais cet inconscient-là est lié à un instinct qu'on peut appeler foi, mais qui est en réalité, en fait, l'accès à la connaissance. Une connaissance qui est abstraite parce qu'elle fait partie à la fois de notre corps avec l'épigénétique, donc tout ce qui est gène, mais aussi du domaine du spirituel avec l'esprit. Parce qu'en fait, plusieurs ressources, hein, il y a une seule source. Tous les êtres humains, en fait, viennent d'une seule source. Donc, on est tous interconnectés d'une certaine manière. On a des connexions émotionnelles. Et puis, il y a des moments aussi, il y a des déconnexions émotionnelles. Et puis, c'est pas grave, hein, c'est la vie. Passer à autre chose. Alors, je vais revenir un petit peu sur ce que tu as dit, que je trouve extrêmement intéressant. C'est que tu nous partages que nous avons déjà vécu une pandémie, que nous avons le souvenir de ce que nos ancêtres ont vécu. Alors, pourquoi? Si nous avons ce souvenir, pourquoi nous avons encore peur? Parce qu'ils s'en sont sortis. Et on a construit d'autres nouvelles choses. Alors, pourquoi n'avons-nous pas les souvenirs positifs pour nous faire traverser ce passage peut-être encore plus fort que nos ancêtres? Parce qu'on est plus dans la peur aujourd'hui de cette pandémie. Oui, effectivement. Pour moi, en fait, comment? En tout cas, certains, peut-être que d'autres pas, mais je pense que beaucoup le sont aujourd'hui. Oui, effectivement. En gros, en fait, pour moi, ce qui fait que malgré tout le fait que nos ancêtres ont déjà expérimenté ces choses-là, etc., et que normalement on a ces informations, c'est juste parce que, en fait, de la même manière, on a le cerveau inconscient, il y a le cerveau reptilien. En réalité, on a plusieurs cerveaux. C'est ce que les scientifiques disent. Le cerveau du ventre, le cerveau de la tête, le cerveau du cœur, bon, plusieurs cerveaux. Et donc, le cerveau reptilien est un cerveau de survie, en fait. Et donc, comme on est tout le temps dans la survie, on n'est pas en système d'attaque, on est toujours en système de défense. Et donc, naturellement, quand il y a quelque chose qui nous arrive, on ne va pas activer le cerveau inconscient qui va se souvenir que oui, t'inquiète pas, il y a déjà eu ça va se passer, ça s'est bien passé, etc. Non, non, non. On va oublier ça. On sait bien qu'il y a un moment où on a eu des situations difficiles et qu'on s'en s'est sorti. Mais on ne va pas se souvenir de ce moment, on va se souvenir du danger. C'est comme, par exemple, les gens oublient facilement qu'ils ont eu des beaux moments de leur vie. Mais ils se souviennent énormément des moments difficiles. Ouais. C'est-à-dire que dès que tu as parlé un truc, les choses difficiles, ils vont se rappeler. C'est comme ça. Donc, il faut juste quitter ce mode par défaut là qui est déjà ancré en nous, que surtout de l'instinct la survie, donc c'est un instinct animal quoi, précaire. Quitter cet homme, cette femme animale pour aller maintenant vers cet homme et femme spirituel. Nous sommes des êtres spirituels habitant dans un corps animal. C'est ça. On revient un petit peu à ce que tu disais, et j'aimais beaucoup ce terme de te connecter à la nostalgie de ce que le divin t'avait apporté. Donc cette nostalgie, tu veux dire, c'est plutôt le côté, on va dire, positif, ce qui booste que ce qui descend. Exactement. C'est-à-dire que quand on a peur et quand on se souvient du divin, ce que le divin a fait, on va se dire, ok, de toute façon, il y a un événement, mais peut-être que cet événement, c'est pas pour mon mal, c'est pour mon bien. Donc, ok, tu vois. Là, même en ce moment, je deal en fait en temps réel avec un truc comme ça. Donc, j'essaie de me focus sur cette belle interview pour donner le maximum de moi. Mais je deal avec un événement qui est en train de se passer en ce moment. Mais la bonne nouvelle, c'est que j'ai senti que ça allait arriver. Donc, je suis déjà préparé. Là, il faut juste que je digère et que je pense maintenant pas au fait que ça a arrivé et c'est fini. Me dire, ça a arrivé, c'est fini. C'est pas grave. Il y aura autre chose et continuer. Parce que c'est comme ça. C'est ça. En tout cas. Et puis, c'est
si je reviens sur nos ancêtres, si on revient sur l'exemple que tu as donné, c'est se dire ils s'en sont sortis avec tellement moins de moyens que nous aujourd'hui. Je pense que nous ne devrions pas être inquiets. On va s'en sortir et certainement plus facilement peut-être aussi. Effectivement. Regarde, il y a Clubhouse, on peut communiquer, on peut continuer à travailler si on a pu digitaliser les programmes ou tout ce qu'on fait. On peut faire du télétravail. Il y a quand même beaucoup de possibilités. Et en plus, il y a une expression, ivoirienne, je ne sais pas si elle existe aussi chez les Belges ou chez les Français, qui dit tant qu'il y a la vie, il y a de l'espoir. Et oui, elle existe partout, je crois, celle-là. Elle est tellement bien. Oui, on le sait, mais après, comment arriver à être évident? Mais pour que ça se devienne évident, c'est simple, c'est en se posant et se disant, mais en fait, je suis en bonne santé, j'ai un toit. Et même si je n'ai plus de toit et que je ne suis pas en bonne santé, moi, je suis en vie. Le mort, c'est fini, quoi. Tu vois? Donc, tant qu'on n'est pas encore... Voilà. Donc, tant qu'on n'est pas mort, c'est pas fini. Parce qu'il y a des histoires de gens qui avaient tout perdu et qui ont retrouvé tout ce qu'ils ont perdu. C'est possible. Mais c'est juste qu'on se met dans des prisons mentales et qu'on ne veut pas se dire que c'est possible. C'est tout. Tout se passe là. Si on dit c'est possible, c'est possible. Si on dit c'est pas possible, c'est pas possible. Ou aussi, si on se dit c'est possible, mais qu'on est trop pressé, ça se passe pas. Donc, il faut, c'est pas souvent je dis dans Clubhouse, je dis souvent qu'il faut quitter le flux pour aller vers le flow. Mais en réalité, flux et flow, c'est la même chose. Flux en anglais signifie, en anglais, c'est flow. Donc, à vrai dire, si on fait une traduction purement anglaise, on dira il faut quitter le flow pour aller vers le overflow. C'est ça. Mais oui, mais moi, il y a une question que j'ai déjà posée à d'autres invités et je n'arrive toujours pas à comprendre comment ça se fait. Pourquoi on a tellement plus facile à s'accrocher à nos inquiétudes, à la peur, que donc à rester dans le marasme de la négativité, au lieu de se sentir libre et d'aller vers le bonheur, en tout cas quelque chose qui nous correspond. Est-ce que c'est par manque de foi ou est-ce autre chose? Quel est ton avis là-dessus? Pour moi, c'est pas un manque de foi, c'est un manque de reconnaissance, en fait. Un manque de reconnaissance à la vie. Ah, oui. Ouais. Parce que c'est pour ça que je parle souvent de la gratitude. Quand on fait l'exercice, je dis ok, je me suis réveillé ce matin, il y a des gens qui ne sont pas pu se réveiller. Merci la vie ou merci le Seigneur parce que je suis en vie. On me donne le fait juste de se réveiller, c'est qu'on nous donne une seconde chance. Il y a des gens qui dorment et qui se réveillent jamais. Donc, le fait de se réveiller chaque matin, c'est qu'on nous donne une nouvelle chance. On dit ok, tu as une nouvelle chance pour répéter, essayer encore. Donc, chaque jour, on nous donne une chance. J'ai un toit. Merci la vie parce que j'ai un toit. Je mange. Merci la vie parce que je mange, parce qu'il y a certaines personnes qui, dans des pays, sont victimes de malnutrition, etc. Donc, c'est juste déjà, ce qui fait que souvent les gens ont cette facilité à rester dans penser aux difficultés, aux problèmes, etc. et ne pas se projeter vers l'avenir. C'est juste que parce qu'on n'est pas assez reconnaissant et qu'on ne manifeste pas l'attitude de la gratitude. Par exemple, le fait de se réveiller, c'est la vie, Dieu, tout ce qu'on va appeler, nous donne une chance. Il y a des gens qui dorment et qui ne se réveillent pas. Donc, moi, chaque fois que je me réveille le matin, je suis trop content parce que je pourrais peut-être ne pas me réveiller. Ensuite, il y a la santé, il y a à manger, tous ces trucs qui sont vraiment du minimum vital. Parce que souvent, ce qu'on ne fait pas, c'est de regarder ce qui se passe en dehors de notre paradigme. On est trop dans notre paradigme à nous, c'est-à-dire, franco-français ou ivoirien ou machin. Et on ne regarde pas, en fait, on n'essaie pas de se dire, OK, qu'est-ce qu'il y a de bon chez moi qui pourrait être peut-être intéressant chez l'autre et comment peut-être je vais donner ce que j'ai bon chez moi à l'autre et l'autre ce qu'il a bon chez lui, qui me le donne aussi. Et donc c'est ça qu'il faut regarder, c'est se dire ok,
voilà, j'ai des choses, j'ai peut-être pas tout, mais l'autre, il a pas ça. Peut-être que ce que j'ai, ça peut lui faire du bien, et ce que j'ai pas, ben lui, il a, et je peux apprendre de lui. Et je prends un exemple tout con. Aujourd'hui, tu vois, de tous les 5 pays, les plus puissants au monde, il n'y a qu'aujourd'hui la France qui n'a pas de vaccin. Mais pourquoi la France n'a pas de vaccin? Tout simplement parce que tu as un état d'esprit en France qui fait que, pas tous les Français, mais certains Français pensent que, et surtout les dirigeants, pensent qu'ils savent tout et les autres ne savent rien. Si tu es toujours dans une vision de dire tu sais et que les autres ne savent pas, tu ne vas pas apprendre. Moi, si j'étais à la tête du gouvernement français, j'allais peut-être appeler mes homologues coréens, de Singapour, à comment vous avez fait pour, ou les Israéliens, pour pouvoir faire en sorte qu'il n'y ait plus de coronavirus et appliquer les mêmes méthodes en France. Mais non, si la France a fait ça, c'est pas bon. Donc, c'est la France quand même. Et cette image que je prends pour la France, c'est l'attitude de certaines personnes qui disent moi je sais, non, je vais pas demander, j'ose pas demander, donc parce que je sais tout. Non, il faut être reconnaissant à la vie, et c'est cette reconnaissance à la vie là qui fait que en fait, c'est vrai que c'est pas facile parce que c'est un exercice qu'il faut à chaque fois se remémorer. Donc là, c'est une question de remémorescence. Et c'est pour ça que il faut avoir il faut avoir un récit. Donc, le récit, c'est tout. Un jour, ça va aller. Tant qu'il y a la vie, il y a de l'espoir. Ça, c'est le récit. Mais le récit ne suffit pas. Après, maintenant, il faut un rituel. Le rituel, c'est quand on commence à avoir un coup de mou, tout de suite se dire ah non, il ne faut pas le faire ça. Il faut commencer à remercier la vie. Ah, merci la vie parce que je suis en vie. Merci la vie parce que machin. Merci la vie parce que machin. Merci Seigneur parce que. Et ce rituel de refaire ça, c'est comme un exercice, ça crée de la discipline. Et cette discipline-là, forcément, c'est donc récit, rite et rituel. Et ces récits, ces rites, ces rituels-là, c'est ça qui va faire en sorte que progressivement, qu'on aura un coup de mou. C'est comme le sport. Il y a des gens qui font du sport pour avoir une certaine forme. Tant qu'ils font le sport, ils ont cette forme. Le jour qu'ils arrêtent le sport, tout commence à... voilà, le ventre sort, machin. Donc c'est ça, c'est un sport, quoi. En fait, soyons des sportifs de la vie. C'est un peu ça. Exactement. Et moi, j'aime bien le questionnement. Ce questionnement, c'est qu'est-ce que j'ai de bien chez moi qui pourrait apporter du bien chez l'autre. Et c'est vrai que du coup, je pense que c'est comme ça qu'on peut se connecter à sa foi intérieure et en même temps à la foi du divin si on est dans cette énergie-là pour le divin, ou comme tu l'as dit tout à l'heure, à plein d'autres possibilités et de termes pour la foi. Donc, on pourrait mettre ça dans le rituel, non seulement la gratitude, mais aussi toujours se connecter à ce que j'ai de bien et de bon pour l'autre. Alors, j'ai une petite question ici, c'est un investisseur. Imagine que je suis ton investisseur, je t'offre plus de 100 millions d'euros, tu en ferais quoi? Ah, belle question. Moi, j'ai 100 millions d'euros. Déjà, ce que je vais faire, c'est d'essayer de créer ça sera de créer en fait une petite ville connectée, une forme de smart city où je vais essayer de tester des projets sociétaux dans cette ville-là. Et si ces projets marchent bien, faire des plaidoyers pour faire un bis repetita dans d'autres villes. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, ce serait en fait de prendre ces revenus-là pour essayer de voir en fait essayer de créer des écoles où on va former des gens, jeunes, vieux, au numérique, pour les aider en fait dans cette transition numérique. Parce qu'on parle de transition énergétique, transition écologique, on parle pas ou climatique, mais on ne parle pas d'un enjeu important qui est la transition numérique. Si on ne fait rien pour l'humanité sur la transition numérique, il y a plein d'emplois qui vont disparaître. Il y a plein de gens qui seront lésés. Il y a plein de jeunes qui vont être cyber-harcelés, etc. On a des citoyens qui vont faire face à des intelligences artificielles que pour le moment ont 12 ans en termes d'âge mental,
mais demain, qui seront adultes, qu'est-ce qu'un humain peut faire devant, ou un enfant peut faire devant des intelligences artificielles qui, en fait, déjà sont adultes et en plus qui ont accès à toutes les connaissances du monde depuis la nuit des temps. C'est-à-dire qu'on cumule toutes les connaissances. Nous-mêmes, déjà, on n'a pas accès à toutes les connaissances. Donc, du coup, on utilise notre intuition pour avoir accès à une petite partie. Mais eux, ils ont accès à toutes ces connaissances-là en temps réel. Qu'est-ce qu'un humain fait par rapport à ça? Donc, préparer, en fait, les nouvelles générations pour le passage de flambeau. Revenir, en fait, à la base parce que les peuples, on n'éduquait pas les jeunes, les enfants de manière dans le couple monoparental. C'était la tribu qui éduquait l'enfant. Ouais. Donc, revenir à ça. On éduquait les enfants avec le système de tribu, etc., etc. Préparer les jeunes avec le système de génération, etc., etc., etc. Et puis, le troisième truc que je voulais faire, c'est créer une fondation. Avec cet argent-là, créer une fondation pour aider les gens sur tout ce qui est éducation, assainissement, eau potable, en tout cas les 5 biens de l'État que malheureusement certains États ne gèrent pas, quoi. Ce qui est le minimum vital pour certains États, c'est même pas le minimum vital pour d'autres. Et donc, au lieu d'attendre et faire des marches, etc., pour attendre les États, avec cet argent-là, je vais commencer. Ce que fait Bill Gates. Aujourd'hui, Bill Gates, c'est pas un État, mais il fait le travail de beaucoup d'États, en fait. Et en plus, il finance avec sa fondation quasiment plus de 30 à 40%, je ne me trompe pas, de l'OMS. C'est énorme. C'est énorme. Donc, en fait, c'est Bassely au pouvoir. C'est ça, Bassely président du monde et de l'univers. Non, pas forcément Bassely, mais Bassely qui fait de l'impact, le vrai impact. Utiliser l'argent, en fait, un peu comme un Robin des Bois, quoi. Beaucoup d'argent pour un peu pour moi, bien sûr, et puis le reste pour les autres, quoi. Moi, j'ai juste besoin de 10% de ces 100 millions, et puis le reste, c'est pour la communauté. Voilà. En fait, ce qui est assez fabuleux avec toi, c'est que souvent, on va plutôt répondre en disant je vais faire de l'humanitaire, je vais donner de l'argent pour, comme tu as dit, l'écologie, la nature. Et non, toi, tu es très moderne. Tu as décidé qu'il y avait effectivement ce numérique, l'importance du numérique, de sa place. Mais est-ce que tu n'as pas un petit peu peur que dans ce numérique, cet Internet, avec toutes ces possibilités d'information, les jeunes, les moins jeunes, on ne commence pas plutôt à perdre sa foi et à s'égarer dans ces multitudes d'informations. Donc, que proposerais-tu pour que on ne s'égare pas et qu'on continue à se centrer, à se poser les questions comme tu nous le disais? Qu'est-ce que je peux apporter pour l'autre? Qu'est-ce qu'il y a de bien chez moi? Et mes petits rituels. Est-ce qu'on ne risque pas de s'y perdre dans le numérique? Très belle question. Quand on regarde les sociétés anciennes, souvent qu'on appelle peuples indigènes, c'est un thème que j'aime pas, mais on va l'utiliser pour que les gens arrivent à se repérer. Dans le temps, ils ont quelque chose en commun. Ils ont l'émerveillement, le ravissement, émerveillement, ravissement et spiritualité. Et donc, ces activités-là favorisent l'éveil spirituel, l'éveil musical, l'éveil créatif, l'éveil philosophique. Et on sait tous que cogito ergo sum, donc je pense, donc je suis. Et je suis, donc je pense. Si on veut faire l'inverse aussi en grec. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, si on veut préparer les nouvelles générations, il faut les apprendre à faire 2 choses qui sont importantes. Apprendre à penser, donc tout ce qui est critical thinking, donc analyse critique, et puis apprendre à faire ce qu'on appelle la curation de l'information. Parce qu'aujourd'hui, le volume d'informations, en soi, c'est pas la technologie qui est un problème. Le vrai problème aujourd'hui des technologies numériques, c'est les contenus. Donc, ces contenus-là, déjà, favorisent la désinformation, favorisent des sentiments de peur. Donc, déjà, notre cerveau reptilien nous conditionne à la peur, et les contenus qu'on reçoit nous conditionnent encore plus dans la peur. Et puis, donc, il y a la désinformation, et puis donc, du coup, par rapport à la désinformation, donc, il faut faire la curation. Et puis, quand on consomme ces informations, il faut les analyser. Aujourd'hui, quand on prend en moyenne un jeune, il n'analyse pas. Il voit un titre, ou elle voit un titre, et c'est tout. Elle va pas chercher à vérifier, checker, est-ce que c'est vrai, c'est faux.
Non, il y a Reuters qui a dit c'est ça, donc c'est que ça. On ne vérifie pas. Bah, c'est ça le problème aujourd'hui. C'est ça la gangrène de notre jeune génération. Donc, moi, une solution concrète pour cette génération-là, je vais créer une nouvelle école. L'école, à la base, n'a pas été créée. Donc, quand je parle de l'école, je ne parle pas de l'école des temps modernes. Hein, je parle de l'école à l'époque des peuples indigènes. Ils avaient une école. Ça ne s'appelait pas l'école, mais c'était l'école de la vie. En gros, tu nais avec un papa, une maman, ou deux papas, ou deux mamans, voilà, pour faire l'égalité. Mhm. Tout le monde sera content. Et quand tu naissais, après, tu étais éduqué par un clergé, donc d'anciens. Mm. Tu étais éduqué par ta génération. Donc, tu es une femme, tu es éduqué par des femmes aussi. Pour t'apprendre ce qu'est une femme, comment tu es devenue une femme, c'est quoi la réalité d'une femme. Tu t'es éduqué aussi par les animaux, etc. Et puis, donc, l'environnement t'éduquait, les anciens t'éduquaient, tes semblables t'éduquaient, tes parents t'éduquaient, la grande famille aussi t'éduquait. Et du coup, en fait, ça faisait un ensemble de connaissances et qui permettait aux enfants d'être armés. Aujourd'hui, le couple monoparental, c'est compliqué. Déjà, ils n'ont même pas assez de temps pour eux-mêmes. Et à plus forte raison pour un enfant, et bien souvent, c'est des nounous. C'est compliqué de pouvoir équiper un enfant. Donc, moi, créer en fait une institution où en fait on prépare, on ne fabrique pas des ouvriers parce que l'école moderne fabrique des ouvriers. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on nous place comme des ouvriers. Hein. Regardez comme on nous place dans les classes, c'est ça de classe, c'est pour nous préparer à faire de la taylorisation dans les usines. Oui, tout à fait. Et donc revenir à cette école-là où il n'y a pas de table, etc. C'est une grande cour de récré et puis on laisse les gens gambader. Et puis il y a un mix générationnel. Et puis préparer ces citoyens-là à ce monde nouveau. On leur dit, voilà, le monde ancien, c'était ça. Le monde de demain, ça sera ça. Et voilà comment vous devez naviguer dans ce monde nouveau-là. Et moi, je pense qu'en faisant ça, voilà, ça va se passer. Notre civilisation ne va pas disparaître. C'est une civilisation qui est en transition. Il faut juste faire un passage de flambeau. Et dans ce passage de flambeau, il y a la nouvelle génération qui va nous apprendre des choses, parce qu'ils apprennent vite, ils ont aussi le paradigme qu'on ne connaît pas. Et nous, on va leur donner quelque chose. Donc, ce n'est pas nous qui a moi, sachant, toi, connais pas. Non, c'est je sais quelque chose et toi aussi tu sais quelque chose et discutons, conversons, ayons un débat. Revenons à l'origine des débats. Les débats dans ces peuples anciens, ce n'étaient pas des débats de dissensus, c'était des débats de consensus. Donc, on trouvait des points de convergence et non des points de divergence pour aller vers le progrès. Dès qu'il y a divergence, il n'y a pas le progrès. Il y a apogée. Mais dès qu'il y a consensus, il y a progrès. Ah, ce que tu dis est bien, ce que tu dis est bien. Ah, toi, ce que tu n'aimes pas bien, à toi aussi, ce que tu ne sais pas bien, rien n'évolue, il n'y a pas de progrès. On reste toujours au même niveau. Et voilà. Merci. Alors, cet entretien arrive à sa fin. Et ma dernière question, c'est qu'est-ce que tu aurais envie encore de partager aux personnes qui nous écoutent et que tu n'aurais pas eu le temps de nous dire pendant cet entretien? Avant tout, pour peu, je tiens à te dire merci, Anne, et petit ricochet aussi à Michel. Et voilà, vous êtes des gens formidables que j'ai rencontrés sur Clubhouse. Et voilà, on se voit en vrai, on voit qu'il n'y a pas vraiment de différence entre la voix et le visage et l'âme qui est derrière et tout. Donc, très belle rencontre et merci de m'avoir invité. Moi aussi, un dernier mot et merci aussi à Michel. Et il verra cette vidéo. Moi aussi, j'ai un dernier mot à dire aux gens qui vont regarder cette vidéo, qui vont entendre. Vous savez, la vie, elle est belle qu'on sert les autres, quoi. Quand notre vie sert aux autres, on reste dans le temps. Quand notre vie ne sert pas aux autres, on nous oublie. Donc, si vous voulez vraiment laisser un héritage à votre progéniture, ne pensez pas à l'argent. L'argent, ça disparaît, les biens, ça disparaît, mais votre mémoire ne disparaîtra jamais. Les gens auront toujours la nostalgie de vous parce que vous aurez eu de l'impact, pas forcément à grande échelle. On ne vous demande pas d'être une personne exceptionnelle. On vous demande juste d'être une personne de valeur. Après, si vous êtes une personne exceptionnelle, c'est encore mieux.
Pourquoi c'est encore mieux? Parce qu'il y aura des milliers de gens qui vont bénéficier de vos valeurs et de votre savoir-vivre. C'est ça l'héritage. C'est savoir-vivre, c'est savoir-être, c'est savoir-faire. C'est ça l'héritage, en fait. Et donc, un enfant ou des enfants qui entendent une histoire d'un Michel, d'une Anne ou d'une Geneviève qui a fait un truc dans un petit village, machin, mais cette histoire-là est devenue un livre, et ce livre-là, il est lu par des milliers de gens. C'est un impact incroyable. Donc, on ne demande pas d'être une personne exceptionnelle. On demande juste d'être une personne de valeur, et être une personne de valeur, c'est d'être humain, en fait. C'est aussi simple que ça. Mais c'est simple, et plutôt c'est dur d'être humain. Mais c'est facile d'être, excuse-moi de le dire comme ça, d'être un animal sauvage. Oui, tout à fait. Voilà. Parfait. Merci beaucoup, Basti. Eh bien, servons les autres, comme ça nous donne un sens, et éveillons notre foi, ce qui va nous permettre de nous connecter à notre inconscient. Connectons-nous également à cette nostalgie que le divin nous a offert. Arrêtons de ne pas nous connecter aux souvenirs positifs, mais connectons-nous bien aux souvenirs positifs. Soyons reconnaissants à la vie, appliquons des rituels de reconnaissance et posons-nous la question, qu'est-ce que j'ai de bien en moi qui pourrait aider l'autre? Voilà. Merci beaucoup, Basti. Je te souhaite une belle journée parce que nous étions en fin d'après-midi, donc on va dire je te souhaite une belle soirée. En tout cas, je te souhaite tout le bonheur du monde et nous, on se retrouve de toute façon très vite, Basti, dans Taratatou, dans quelques heures. Merci beaucoup à vous qui nous avez suivis et je vous souhaite une toute belle vie. Au revoir, Basti. À bientôt. À bientôt.